Bonjour Éléonore Carrois. Bonjour. Merci d'être notre invitée ce matin. Vous êtes donc ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères. L'actualité de la nuit, c'est cette déclaration de Donald Trump qui déclare que les États-Unis allaient reprendre, je cite, immédiatement les essais d'armes nucléaires. Ça intervient alors que le Forum de la paix vient de commencer à Paris. Est-ce que vous êtes une ministre inquiète, comme peut-être nos téléspectateurs ce matin après ces déclarations ? Moi, j'ai appris comme vous cette nuit ces déclarations, nous en prenons note. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la France a historiquement rappelé son attachement aux accords, au droit international et surtout à la non-prolifération nucléaire. Son attachement aussi au moratoire qui est en place depuis plus de 25 ans. Et dans le contexte d'instabilité que nous vivons aujourd'hui et qui d'ailleurs est très largement débattu et où des décisions sont prises justement au Forum de la paix, vous le rappeliez, il est vraiment très important d'agir plutôt vers une désescalade, vers un retour au dialogue, plutôt que vers d'autres formes d'action qui pourraient mener à ces formes de surenchère. Mais quand on voit ce qui se passe aussi avec Vladimir Poutine, cet essai de missile à propulsion nucléaire, ce drone sous-marin capable de transporter une arme nucléaire, est-ce que finalement vous ne prêchez pas dans le vide? Est-ce que le monde n'est pas condamné à l'escalade? On n'est jamais condamné à l'escalade et la France parle depuis une position de puissance dotée et responsable et qui est fermement convaincue du multilatéralisme. Et justement, il faut le dire avec beaucoup de force. Sur ce qui s'est passé cette nuit, les déclarations qui ont été faites, nous verrons comment la situation évoluera, nous verrons concrètement en quoi cela se traduira. Mais ce que je peux vous rappeler, c'est notre position historique qui, pour le coup, n'a pas changé et que nous devons, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, maintenir le plus fermement possible. Alors, à l'étranger, toujours, il y a ces scènes de dévastation dans les Caraïbes, en Jamaïque et en Haïti, après le passage de l'ouragan Mélissa. On fait état d'un bilan d'au moins 30 morts pour le moment. Est-ce que l'on sait si sur place, il y a des Français qui ont été victimes ou des Français sinistrés? Est-ce que vous le savez ? Alors, j'ai évidemment posé la question. À ce stade, nous n'avons pas de victimes françaises, mais cela n'en demeure pas moins une tragédie, quelque chose qui évidemment nous interpelle tous. Nous avons un bateau avec de l'aide humanitaire, notamment des kits de purification d'eau, des aliments de première nécessité, qui est au large aujourd'hui de la Jamaïque et qui devrait pouvoir intervenir prochainement. Moi, j'ai grandi dans les Caraïbes, j'ai grandi en République dominicaine à côté d'Haïti. Pendant les heures qui ont suivi, avec ma famille, je regardais le passage de l'ouragan et je peux vous dire que je me sens très solidaire, très empathique et vraiment de tout cœur avec toutes les victimes haïtiennes et jamaïcaines. Est-ce que peut-être s'il y a des Français sur place qui nous écoutent, qui ont leur logement, qui sont partiellement détruits, abîmés, quelles consignes on peut leur donner ? Alors déjà, de rester toujours informé, connecté à une source d'information, radio, télévision si possible, de se signaler auprès des autorités consulaires de nos ambassades. Et je voudrais d'ailleurs saluer le travail exceptionnel de notre centre de crise ici à Paris, mais surtout de nos postes à Cuba, en Jamaïque et en Haïti. Vous savez qu'on est toujours présent en Haïti, alors que de nombreux pays ne sont plus présents dans ce pays. Et puis leur dire aussi évidemment de se signaler sur le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, si vous ne le connaissez pas, c'est essentiel. C'est vraiment un instrument que nous avons qui nous permet d'identifier nos concitoyens où qu'ils soient dans des territoires de crise. Et puis vous dire que la priorité de mon ministère, mais la priorité au Quai d'Orsay, c'est vraiment la protection et la sécurité des Français où qu'ils soient. Alors, dans le monde aussi, l'actualité est chargée puisqu'on apprenait donc, il y a 2 jours de nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza avec un très lourd bilan, plus de 100 morts, dont 46 enfants. Est-ce que c'est un échec du plan de paix qu'a proposé Donald Trump ? On ne peut pas voir les choses comme un échec lorsqu'on est en train de parler d'une tragédie humanitaire, lorsqu'on est en train de parler de toutes les vies qui sont aujourd'hui dans la bande de Gaza, mais aussi dans d'autres territoires. Je pense qu'il faut au contraire continuer, appeler à un cessez-le-feu. La France a eu un rôle important, vous l'aviez rappelé, notamment lors de la reconnaissance de l'État de Palestine. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin, durcir le ton contre le gouvernement israélien ? Ce qu'il faut, c'est rappeler les accords et appeler les parties à le respecter. Je pense que durcir le ton, c'est toujours quelque chose qu'il est possible de faire, mais est-ce que ça aura les effets que nous souhaitons ? Rappeler ce sur quoi on s'est mis d'accord et surtout pourquoi c'est une absolue nécessité aujourd'hui que de commencer par un cessez-le-feu, et ensuite poser les jalons politiques pour une paix durable. Et c'est encore une fois ce dont nous parlons ce matin à Paris, lors du Forum de Paris pour la paix. La paix, elle n'existe que si elle est durable, si elle est accompagnée d'une action aussi sur les sociétés civiles, si elle inclut justement ces sociétés civiles. Et il y a d'ailleurs au Forum de Paris pour la paix des représentants de sociétés civiles israéliennes et palestiniennes qui se parlent et qui ont envie justement d'avancer.
Alors, il y en a d'autres qui se parlent en France. Ce sont les députés, puisqu'en ce moment, c'est le débat sur le budget. Vous étiez député il n'y a pas si longtemps, vous étiez sur ces bancs. Est-ce qu'on va tout droit vers l'impasse sur cette question budgétaire? On a l'impression que ça n'avance pas et que finalement, personne ne peut se mettre d'accord. Écoutez, pour la première fois depuis longtemps, on a un débat parlementaire riche, un débat parlementaire qui, en fait, est permis aussi par l'abandon de l'article 49 alinéa 3 par le gouvernement. Est-ce qu'on est content de toutes les décisions, de tous les votes? Évidemment que non, mais on le savait par avance. Parce qu'à partir du moment où vous dites aux parlementaires « débattez, votez, vous aurez des victoires et il y aura aussi des défaites », eh bien, on est obligé de respecter ce moment parlementaire. Et d'ailleurs, pour en parler avec mes anciens collègues, je vois que les débats se passent de manière relativement apaisée, constructive. Alors, donc, apaisé, oui, mais ça prend du temps. Est-ce que mais le gouvernement envisage de passer ce budget par ordonnance? Est-ce que c'est une possibilité ou est-ce que vous y renoncez? Ça sera au ministre de l'économie, au Premier ministre de s'exprimer. Mais à ce stade, ce que je vois, ce que je constate, et d'ailleurs je salue cette situation, c'est qu'il y a un vrai débat parlementaire. Certes, ça prend du temps, mais pas plus de temps qu'ailleurs. On a d'ailleurs des groupes qui acceptent aussi de retirer... On a commencé plus tard, c'est vrai. On a commencé plus tard. Et puis d'ailleurs, on a des groupes qui acceptent de retirer des amendements qui sont peut-être moins importants pour se concentrer sur l'essentiel. C'est une bonne chose, tous les groupes? Moi, je ne vais pas les remercier ou pas les remercier, mais ce que je vais vous dire, c'est qu'à un moment donné, lorsque vous donnez aux gens le pouvoir de véritablement décider, de voter, de débattre, eh bien, ils peuvent le faire en responsabilité. Tous les groupes ne le font pas en responsabilité, ça on le sait, mais il y en a quand même beaucoup qui le font. Et moi, j'aimerais saluer les avancées et les choses qui vont dans le bon sens, plutôt que de me dire ça ne marchera pas, parce qu'il faut que ça marche. Nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin d'un budget, nous avons besoin, on a parlé de toutes ces crises à l'international, mais on a besoin d'une France forte qui puisse répondre justement à l'international comme elle le fait. Alors, vous prônez au gouvernement la question du compromis, le dialogue. Justement, il va y avoir un débat intense qui va commencer demain à l'Assemblée. C'est celui autour de cette question de la taxe Zuckman. On sait qu'au gouvernement, vous êtes contre. Alors, les socialistes vous ont fait une contre-proposition qu'on appelle communément la taxe Zuckman Light, si je puis utiliser cet anglicisme. Vous, est-ce que vous y êtes favorable ? Alors moi, personnellement, non, pour une raison très simple, c'est que lorsque vous regardez ce dont a besoin notre pays, on a besoin d'une réforme structurelle de son fonctionnement. Ce n'est pas en se reposant sur près de 2000 foyers fiscaux que vous allez résoudre le problème global. Et je trouve que... Il n'y a pas un problème de justice fiscale quand même. Il y a des questions de justice fiscale qui peuvent être regardées. D'ailleurs, le Premier ministre l'a dit lui-même. Il a dit nous sommes évidemment sensibles à cet appel des Français et nous pouvons regarder à quel moment des ajustements peuvent être faits. Mais si vous regardez dans le débat public aujourd'hui et dans les demandes de certains groupes, on a l'impression que la taxe Zuckman serait la solution à tous les problèmes budgétaires et fiscaux de la France. Or, pourquoi il n'y aurait pas de taxe Zuckman à l'étranger si c'était une si bonne idée? Moi, je vais vous dire, en réalité, la taxe Zuckman, c'est pas une taxe sur les ultra-riches, comme on veut nous le faire dire, parce que tout le monde peut finalement se dire pourquoi pas taxer... C'est quand même les 1800 foyers les plus riches. C'est surtout des entreprises, c'est des entreprises familiales, c'est des emplois à la clé, c'est l'attractivité de notre pays. S'il y avait un dispositif qui véritablement fonctionnait, où on nous disait ça ne remet pas en cause les emplois, ça ne remet pas en cause notre économie, eh bien, pourquoi pas en débattre et regarder. Mais ce que j'ai vu, moi, de là où je vous parle, encore une fois, je ne veux pas me substituer ni au ministre de l'économie, ni au Premier ministre, je n'ai pas l'impression qu'on en soit là et je reste très défavorable à ce dispositif. Une fois que je vous ai dit ça, le débat doit se faire à l'Assemblée, les victoires doivent se trouver à l'Assemblée. On n'est pas dans une question de négociation ou de rapport de force, on est dans une question de débat parlementaire et de vote. J'ai une dernière question, je vous demande de répondre très rapidement. Dans ces débats budgétaires, il y a aussi votre groupe, ancien groupe Renaissance, qui est marqué par ces divisions puisqu'il vote contre l'avis du gouvernement. Est-ce qu'il y a un problème chez Renaissance ? Non, il n'y a pas de problème chez Renaissance. Il y a au contraire un vrai débat parlementaire qui se joue. Vous savez qu'il y a au sein de ce même groupe des parlementaires qui viennent d'horizons politiques différents. Et c'est sain et ça illustre d'ailleurs la diversité de notre Assemblée. Merci beaucoup, Éléonore Carrois, d'avoir été notre invitée ce matin sur France Info. Brigitte, c'est à vous.